Restons sur le naufrage des réfugiés congolais sur le lac Albert, mais cette fois avec un accent particulier mis sur le droit international humanitaire. Notre analyse va porter sur la chaîne des responsabilités de toutes les parties impliquées dans ce drame qui a causé la mort de 251 Congolais, tous réfugiés en Ouganda. Et notre invité sur ce plateau, c'est Patrick Kanga. Bienvenue. Merci. Alors, en tant qu'homme d'État, en tant que juriste, je vais dire, quelle est la lecture que vous faites de ces faits? Bon, en tant que juriste, je pense que, premièrement, les réfugiés bénéficient en premier lieu de la protection des droits des réfugiés et du mandat du HR qui sont là les deux instruments qui fournissent le cadre de protection et d'assistance sociale aux réfugiés. Et le droit des réfugiés auquel nous faisons allusion actuellement, c'est la Convention de juillet 1951 relative au statut des réfugiés. La question qu'il faut se poser en premier lieu, c'est si les Congolais qui se sont réfugiés en Ouganda ont bénéficié de tous les avantages ou de tous les droits que leur confère la Convention de juillet 1951. Et à ce moment aussi, je crois que les enquêtes sont en train de se mener par le gouvernement congolais, mais aussi par les entités spécialisées de l'ONU, pour déterminer si les Congolais qui ont été réfugiés à l'Ouganda ont bénéficié de toute l'assistance qui est circonscrite dans le cadre de la Convention de juillet 1951. Mais maintenant, l'accident que nous déplorons fortement, nous présentons aussi nos condoléances aux familles éplorées. Nous sommes là dans un cadre de rapatriement. Et l'ONU, dans sa politique, encourage le rapatriement consenti librement. Alors, lorsqu'on dit le rapatriement consenti librement... Consenti librement, mais quand même dans des normes. Oui, il faut que les réfugiés congolais aient consenti sous l'emprise d'une quelconque pression. La pression n'est pas seulement qu'on leur ait refoulé, parce qu'il y a aussi un principe de non-refoulement qui est régi dans la Convention de juillet 1951, mais il faut aussi que les réfugiés congolais aient, durant leur séjour, bénéficié de tous les acquis, de tous les avantages que devrait leur donner le pays d'accueil, l'Ouganda. Patrick Kanga, à quel niveau se situent les responsabilités des uns et des autres? Nous voyons là les gouvernements, que ce soit de la RDC, que ce soit de l'Ouganda, le HCR aussi, qui quelque part lorsqu'il s'agit du rapatriement, parce que là nous étions d'abord dans les principes, lorsqu'il s'agit du rapatriement consenti librement, c'est une mission du HCR. Le HCR est censé prendre les mesures nécessaires pour faciliter et pour encourager ce rapatriement. Parce que le rapatriement est d'ailleurs l'une des solutions la plus prisée par l'ONU lorsque apparemment le HCR était absent parce que oui, parce que lorsque des réfugiés, l'ONU est censée encourager le rapatriement consenti librement par les réfugiés. Et dès l'instant où les réfugiés consentent à rentrer dans leur pays sans un élément de contrainte, l'ONU est appelée, c'est un engagement, c'est une de ses obligations, de faciliter et d'encourager ce rapatriement. Mais non, la question qu'il faille se poser présentement, est-ce que le HCR a pris toutes les dispositions nécessaires pour mettre en symbiose le pays d'accueil, l'Ouganda, et le pays d'origine de ces réfugiés, pour permettre un meilleur rapatriement de ces réfugiés? Et là, la question reste pendante. Nous osons croire que les enquêtes en cours vont nous donner plus d'éléments pour déterminer les responsabilités définitives. Dernière question, que devrait être selon vous la démarche du gouvernement congolais qui a constaté, il faut dire, la négligence de la part de l'Ouganda dans ce rapatriement? Ben écoutez, à ce moment-ci, nous ne pouvons pas dire exactement s'il y a eu une négligence de la part du gouvernement ougandais. S'il faut que l'on juge par les apparences, on peut facilement le dire. Mais les enquêtes permettront de mieux déterminer les responsabilités. Mais lorsqu'il s'agit du rapatriement, comme on venait de le dire, consenti librement, ça va de la charge de l'ONU, notamment par son institution spécialisée plutôt, le HCR. C'est le HCR qui est censé contacter les pays qui sont partis à cette procédure, notamment le pays qui accueille les réfugiés, qui a le devoir de les protéger, conformément à la Convention de juillet 1951, l'Ouganda, et le pays d'origine dont sont issus ces réfugiés.
Est-ce que le HCR a fait son travail à ce stade? Nous ne sommes pas à même de le dire, mais c'est comme si le HCR n'a pas facilité et n'a pas encouragé que ce déplacement se fasse dans les normes requises conformément au droit international. Merci Patrick Kinga, je rappelle que vous êtes juriste. Merci. Navigation sur le fleuve Congo, un canot rapide reliant Brazzaville et Kinshasa a pris feu lundi après-midi avec 15 passagers à bord, dont 3 ont été brûlés. Ces 3 hommes, tous congolais, ont été conduits à l'hôpital grâce à une équipe de secours brazzavilloise. Cet accident a eu lieu lors d'un membre d'équipage du canot mettait du carburant dans le réservoir en pleine navigation. Ce canot appartenant à une société de la RDC est parti vers 14 h du Beach Ngobila à Kinshasa pour Brazzaville. Direction le Sénat, sans relâche, la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagossi, poursuit son plaidoyer auprès de différents acteurs pouvant apporter une contribution quant à la révision du Code de la famille. Geneviève Inagossi a proposé hier la suppression de l'autorisation maritale en République démocratique du Congo. Après débat sur l'opportunité de ce projet de loi, le document a été transmis à la commission socioculturelle de cette Chambre pour un examen approfondi. La suppression de l'autorisation maritale en RDC est l'un des points du projet de la loi modifiant le Code de la famille proposé hier au Sénat par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagossi. Le document a été transmis à la commission socioculturelle de cette Chambre pour un examen approfondi après un débat sur l'opportunité de la modification du Code de la famille. Pour la ministre du Genre, le Code de la famille en vigueur limite de manière excessive et discriminatoire la capacité juridique de la femme mariée. Ce texte, devenu vétuste selon elle, doit être reformé pour s'adapter à l'évolution sociale, culturelle et politique du pays. Le Code de la famille est vieux de plus de 25 ans. Je pense qu'il y a certaines dispositions qui ne se conforment plus à l'évolution de notre société. Dans les changements proposés, il est aussi question de lutter contre l'exagération de la dot et la protection des enfants qui restent exposés à la maltraitance, aux abus sexuels, à l'abandon ou au rejet par leur famille. L'introduction de la facture dans la dot est un problème qui fait qu'aujourd'hui, il devient difficile pour un jeune issu d'une famille modeste et qui sort de l'université de se marier. Certains sénateurs ont déclaré de leur côté que le respect des droits des femmes ne dépend pas des hommes ni de la loi, mais plutôt de l'organisation de la femme elle-même. C'est à elle-même qu'il revient de se battre pour que ses qualités et droits soient respectés selon eux. La majorité des élus de la Chambre haute du Parlement ont en outre souhaité que cette réforme tienne compte de la culture africaine. Par ailleurs, la révision du Code de la famille porte également sur le recours limité au Conseil de la famille pour éviter d'annihiler l'autorité parentale et de fragiliser l'unité conjugale. L'exclusion claire de la notion du ménage monoparental, la mise en place des mécanismes institutionnels pour assurer la stabilité et la non-modification des règles régissant la nationalité. Et dans le monde, au lendemain